21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. On va recevoir pour la deuxième fois dans la nuit écoute, Agnès, le docteur Jean-François Damour. Il est angiologue, médecin vasculaire. On va faire un petit point avec lui sur quelques infos qui tournent en ce moment concernant la Covid. En particulier l'ivermectine, ce médicament qui serait 100% efficace contre la Covid. Mais avant cela, avec Jean-François Damour, j'aimerais qu'on revienne sur l'état de santé du système de santé en France. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Sébastien. L'inquiétude, c'est évidemment le système de santé français. On a beaucoup de gens qui nous écoutent là maintenant, est en danger en France. Comment on peut vraiment sensibiliser les gens qui nous écoutent pour comprendre qu'on va vers un système à l'américaine où on nous demandera avant notre carte de sécu qui n'existera peut-être plus d'avoir une carte bancaire pour être soigné. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si l'évolution actuelle continue, comme tu le soulignes, la sécurité sociale disparaîtra avec son principe fondateur qui est la solidarité entre les Français pour la santé, qui sera remplacée par une logique financière, étant donné que ce sera les assurances privées donc qui reprendront la gestion donc du système de santé dans sa globalité. En sachant que notre système de santé était le meilleur en l'an 2000 selon l'OMS et qu'il y a une forte dégradation puisqu'on a été rétrogradé au 24e rang et que l'un des principaux facteurs est justement le fait que la sécurité sociale se désengage pour la prise en charge des soins au profit des assurances privées qui ont doublé leur budget. Donc en 2016, c'était quand même 35 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Et le problème, c'est que si on fait rien pour arrêter le processus, c'est exactement ce que tu décrivais, en sachant que la logique financière remplace la solidarité. Et la logique financière, c'est que plus on est malade et plus les cotisations sont élevées. Et puis si on n'a pas les moyens, on se soigne plus. Et aux USA, il y a quand même plus de 50 millions d'Américains donc qui sont exclus du système de santé faute de moyens financiers. Et on tente à aller dans ce sens-là aujourd'hui, mais comment en est-on arrivé au stade où on peut imaginer que demain ce sera le cas ? Qu'est-ce qui a été mal géré ? Quel est le problème ? Le problème, c'est justement ce désengagement de la sécurité sociale qui, si on laisse faire, comme on le disait il y a quelques instants, finira par disparaître au profit des assurances privées. Et les conséquences sont extrêmement graves, non seulement pour les gens qui n'auront pas les moyens donc de payer une cotisation pour s'assurer pour la santé, mais pour les gens qui auront la chance de pouvoir être assurés, ça sera plus du tout la même médecine qu'on connaît en France actuellement, puisque en France, en tant que patient, on a le choix de son soignant, que ce soit son médecin traitant, son dentiste, son infirmière, son radiologue, et on a le choix également de son lieu d'hospitalisation. Avec les assurances privées, c'est un système de réseau. C'est-à-dire que c'est l'assurance qui nous dira, voilà, il faut voir tel dentiste, tel médecin, se faire opérer à tel endroit. Et si on suit pas le parcours qui est fléché par l'assurance, à ce moment-là, on sera pas pris en charge. Aujourd'hui, c'est déjà un peu le cas. Par exemple, on voit Evelyne qui nous dit, moi, mon dentiste me demande d'abord le nom de ma mutuelle et ça me fait penser aux retraites. C'est-à-dire que la sécurité sociale et la retraite, même combat. Pourtant, on cotise. Et demain, ces cotisations, elles ne seront pas reversées sur un plan solidaire. Là, je fais référence à la sécurité sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les déficits de la sécurité sociale qui vont amener à ce système, à cette dégradation ? C'est pas le déficit, c'est le fait que la sécurité sociale se désengage. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi elle se désengage ? Alors pourquoi ? C'est les différentes lois qui sont votées au fur et à mesure qui aboutissent à cet état de fait. Donc il faudrait que les Français se rendent compte de la situation. Alors les patients que je vois, ils analysent très bien les choses, ou plutôt les conséquences. C'est-à-dire qu'ils me disent tous, plus ça va, plus on cotise et moins on est remboursé. Et donc ce phénomène est explicable puisque la sécurité sociale rembourse de moins en moins de choses. Par exemple, moi je suis médecin vasculaire.
au fur et à mesure, est intervenu donc le déremboursement des phlébotoniques, qui, contrairement à ce qui a été dit, ce sont des vrais médicaments qui soulagent. Il faut savoir que les douleurs veineuses peuvent être très invalidantes. Alors il y a des gens qui ont des varices et qui ne souffrent pas, donc ceux-là ils n'ont pas besoin de phlébotonique, mais ceux qui sont très handicapés par les douleurs que ça peut générer, eux ont absolument besoin de ce traitement. Le problème également, c'est que quand un médicament est déremboursé, non seulement le patient donc le paye entièrement de sa poche, mais les prix sont multipliés par un facteur allant de 2 à 4, puisque tout le monde se sert au passage. Il y a le laboratoire qui est plus obligé de négocier les prix avec le gouvernement. Ensuite, il y a les grossistes et les pharmaciens qui prennent des marges bénéficiaires plus importantes. Et puis, il y a également l'État qui se sert à nouveau une fois, étant donné que la TVA n'est pas la même si le médicament n'est plus remboursé. Alors, pour revenir aux soins dentaires que tu as évoqués, c'est une excellente remarque, parce que le gouvernement donc prétendait à certains moments que il allait réformer le système de prise en charge des soins dentaires pour que les patients soient soignés donc gratuitement. Oui, le reste à charge zéro. Voilà, donc c'est parfaitement mensonger à différents niveaux. Donc il y a 3 niveaux. Donc il y a un niveau qui sera parfaitement remboursé. Mais pour avoir accès à ce niveau, il faudra payer une part d'assurance complémentaire supplémentaire. Donc ça veut dire que c'est pas gratuit, puisque justement on demande aux patients de cotiser de façon beaucoup plus lourde qu'avant. Donc il y a ce premier niveau qui, une fois qu'on a payé donc ce supplément à son assurance, permet de ne rien débourser. Le seul problème, c'est que ce qui est mis en bouche, c'est du matériel donc de très mauvaise qualité, avec des matériaux donc qui agressent les os de dents, qui agressent les gencives, ce qui veut dire qu'au bout de 15 à 20 ans, le patient, il aura plus de dents. Après, il y a un niveau intermédiaire, qui est le niveau 2, qui est partiellement pris en charge par la Sécu et par les assurances privées, qui est un petit peu moins mauvais, mais qui est loin d'être parfait. Et puis ensuite, il y a le niveau 3, qui est le niveau auquel tout le monde devrait avoir accès, avec des matériaux modernes. Mais là, plus personne ne paye, ni la Sécu, ni les assurances privées. Donc 2 solutions. Soit on finance soi-même ses soins, en sachant que ça coûte quand même extrêmement cher, soit on prend une surassurance, mais les cotisations, donc dans ce cas-là, sont extrêmement élevées. Et donc dans les 2 cas, c'est réservé qu'à des gens qui ont des moyens financiers importants. Non, on va redevenir les sans dents. Voilà, c'est exactement ça. C'est un message subliminal de François Hollande, quoi. Voilà. Donc il y a quand même des actions, il y a quand même des médecins comme toi qui se mobilisent. Alors oui, il y a pas mal il y a des associations de patients, il y a des médecins, il y a des économistes de la santé. Donc moi, j'ai lancé en 2017 un mouvement citoyen dont le nom est l'opération carte dévitalisée. Et donc notre devise, c'est ensemble rénovons notre système de santé. Et donc ce qu'on souhaite, c'est qu'en plus des partenaires habituels, il y ait des représentants des patients, parce que la moindre des choses, c'est quand même de demander aux patients ce qu'ils souhaitent, puisque le système de santé, il s'adresse quand même avant tout à eux. On souhaite également qu'il y ait des représentants de toutes les professions de santé, parce que nous sommes sur le terrain, on voit ce qui se passe et donc on a quand même des idées concrètes pour améliorer les choses. Et puis on veut également travailler avec des économistes de la santé, parce que si on fait des réformes, il ne s'agit pas non plus de ruiner le pays. Alors dans ce mouvement-là que tu nous expliques depuis 2017, vous êtes combien à peu près, puisque tu expliques que tu... Alors donc c'est un mouvement citoyen qui cherche à fédérer donc les patients, comme j'ai dit, les professionnels de santé, et à interpeller les politiques. Donc on a pas mal de partenaires. Pour les patients, donc on a Famille de France, qui est un organisme agréé pour la santé et qui regroupe environ 200 000 personnes, puisque ils se comptent en familles, et donc il y a 45 000 familles qui sont inscrites donc chez Famille de France. Ensuite, on a des représentants donc des professions médicales. On a 3 syndicats donc nationaux de médecins libéraux. On a la FHP qui est le gros syndicat des cliniques privées, et puis on a également une coordination donc de 17 000 dentistes sur les 31 000 qui exercent en France. Ah oui, c'est pas mal. Et puis on a en plus également une fédération de mutuelles santé. Donc les mutuelles santé sont censées ne pas faire de bénéfices, non pas sur leurs clients mais sur leurs adhérents. Alors c'est pas aussi clair que ça, mais disons ils cherchent quand même à aider quand même au maximum
leurs adhérents. Et puis on travaille également avec un économiste de la santé, donc qui est Frédéric Bizard, hein, qui fait référence en France depuis quelques années, et même à l'étranger, puisqu'il y a des pays étrangers qui viennent le consulter pour restructurer leur système de santé. Il y a un médicament, l'ivermectine, qui serait un excellent médicament contre la Covid. De quoi s'agit-il? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors en effet, on n'en parle pas beaucoup. Donc c'est un médicament qui au départ était destiné à traiter donc soit la gale, soit certaines parasitoses, et qui a été testé donc pour traiter le coronavirus. Et donc il y a quand même 29 études qui ont été faites. Donc sur les 29 études, il y en a 27 qui sont pertinentes. Il y en a 2 dont il faut pas tenir compte. Et donc c'est un médicament qui a beaucoup d'avantages. Et le principal avantage, c'est qu'il joue à tous les stades de la maladie, que ce soit une maladie bénigne, et ça peut même jouer au niveau des stades graves, en réanimation. Et également, ce qui est très important, c'est que ça peut jouer en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif. Donc le fait de prendre ce médicament en préventif empêche d'attraper le coronavirus. En plus, donc c'est un médicament sur lequel on a pas mal de recul. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'utilise, et donc les études ont montré qu'il y avait pratiquement pas d'effets secondaires. Et il faut souligner également que cette molécule donc a été découverte par 2 médecins, et ça leur a valu le prix Nobel de médecine en 2015. Dans le cadre du traitement sur la gale. Voilà, tout à fait, la gale ou les parasitoses. Ce qui est au départ le job de ce médicament. Voilà, tout à fait. Mais comme souvent pour les médicaments, on découvre des effets qu'on n'avait pas testés. De toute façon, le coronavirus, on cherchait pas à le combattre à l'époque, puisque il n'existait pas officiellement. Il y avait d'autres coronavirus, mais c'est un virus donc qui donne des rhumes. Tant que les gens n'avaient que des rhumes bénins, on cherchait pas vraiment à combattre ce virus. Et ce médicament, donc, il existe, c'est un médicament qui, comme la chloroquine, n'est pas un médicament coûteux? Alors, c'est pas un médicament coûteux. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Le prix exact, je le connais pas, mais non, c'est pas un médicament coûteux. En revanche, il n'est pas pris en charge par la Sécu s'il n'est pas prescrit pour la gale ou pour les parasitoses. Mais ça veut dire que c'est un médicament qui est sans ordonnance? Alors c'est un médicament, non, il faut une ordonnance. Il y a une ordonnance, d'accord. Sur l'ordonnance, le médecin doit mettre un code comme quoi c'est une prescription hors AMM, hors indication officielle. Et pourquoi on n'en parle pas alors? C'est encore une histoire qui est liée au vaccin aujourd'hui. On n'a pas envie qu'il y ait un médicament qui soigne. On a envie que les Français se vaccinent. C'est donc un problème encore financier. Alors c'est une très bonne question. Moi je suis pas un expert donc sur ce sujet, donc je ne peux pas répondre. Ce que je peux simplement constater, c'est que les essais qui sont faits il y a très peu d'essais qui sont faits sur les médicaments, et c'est extrêmement dommage parce que le vaccin ça peut être très bien, mais de toute façon ça ne sera pas suffisant pour éradiquer la maladie a priori à cause des variations. Et d'ailleurs, tous les virus mutent à des vitesses plus ou moins importantes, et donc si on prend l'exemple du virus du sida, le sida est pas totalement vaincu, mais il est extrêmement bien traité, et donc actuellement avec les traitements, un patient qui est atteint par le sida vit aussi longtemps que s'il n'avait pas de sida. Bon, en revanche, il est obligé bien sûr de prendre des médicaments, mais on a essayé de mettre au point une vaccination, et la vaccination n'a pas abouti justement à cause des variations qui sont très 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 nombreuses. L'ivermectine, alors le coût de ce médicament est aux alentours de 8 € la boîte. D'accord, donc merci de t'être renseigné. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est pas ruineux du tout, et donc ça permettrait de tourner court à la pandémie si il s'avère que il est efficace, ce qui est très probable. Et donc justement, il y a un collectif de médecins ou d'associations de médecins qui a regroupé 500 entités différentes qui ont missionné donc un avocat pour déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel pour qu'il autorise la prescription donc de l'ivermectine, et qui permette également le remboursement donc pour les patients.
C'est ce qui s'appelle l'ATU, c'est l'autorisation temporaire d'utilisation. Et donc, il y a une procédure d'urgence donc qui a été menée. Et donc, le dossier a été déposé officiellement donc le lundi dernier. Comme c'est une procédure d'urgence, le Conseil constitutionnel est tenu de donner une réponse dans les jours qui suivent. Donc normalement, on devrait avoir une réponse extrêmement rapidement. Normalement, c'était prévu pour la fin de la semaine. Là, j'ai été chercher sur Internet, j'ai pas vu d'article ou de référence concernant le sujet, mais au plus tard, on devrait avoir la réponse la semaine prochaine. Il y a également un médicament qui s'appelle la colchicine, qui est un médicament qui est utilisé dans les crises de gouttes. Donc c'est un médicament très ancien qu'on connaît bien, qui a certains effets secondaires, donc il faut, bien sûr les médecins les connaissent, et si on prend des précautions et que ce médicament s'avère efficace, ça serait également intéressant de l'utiliser, en sachant que ce médicament est très ancien, donc il doit aussi avoir un prix extrêmement bas. Jean-François, les médicaments dont tu nous parles, tout médecin peut le prescrire. Par exemple, si un patient présente un cas positif de Covid, qu'il te demande une prescription de ce médicament, est-ce que tu es autorisé à... Alors on est autorisé en âme et conscience, disons qu'on n'a pas l'interdiction. Le seul problème, c'est que s'il y a un souci, on peut éventuellement être attaqué, donc après il faut argumenter. Donc en disant que si on a fait cette démarche, c'est parce que on pensait que d'une part ça pourrait être efficace, il y a quand même 27 études qui ont prouvé que ça apportait un effet bénéfique, et d'autre part les effets secondaires sont vraiment minimes, donc il y a peu de chances d'avoir des soucis avec la prise de ce médicament. Oui, c'est-à-dire que toi, en fait, tu devrais éventuellement devoir te justifier d'avoir prescrit un médicament à un patient, même si le patient reconnaît l'avoir demandé ou. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc c'est ce qui s'appelle donc l'ATU, c'est ce qu'on souhaiterait pour que justement c'est comme l'AMM qui est la reconnaissance officielle de l'utilisation de ce médicament dans le cas du coronavirus. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'attaque. L'idée, dans ce cas-là, non. La demande aujourd'hui, c'est de changer la nomenclature en fait du médicament et de déterminer qu'il est positif dans le cadre donc de cette Covid. Dans ce cas-là, je peux le prescrire, et s'il y a un souci, je ne peux pas être attaqué. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et ça, c'est compliqué alors. C'est compliqué, donc il a fallu saisir le Conseil constitutionnel. On attend le verdict. On espère. Bon, le dossier il est quand même très solide puisqu'il y a quand même pas mal d'études, et en plus il y a peu d'effets secondaires. Donc si le Conseil constitutionnel est logique, il devrait l'autoriser. Mais est-ce que ça peut être une révolution et mettre légèrement au placard cet engouement autour du vaccin? Tout à fait, oui, parce que si on arrive, s'il est réellement efficace, ce qui est fort probable, ça permettrait de faire disparaître l'épidémie extrêmement rapidement. C'est-à-dire que on traiterait donc l'ensemble des Français qui le souhaiteraient. Il y aura peut-être un problème logistique aussi, parce qu'il faudra produire beaucoup de comprimés. Donc, comme avec les vaccins, ça va pas tomber du jour au lendemain, mais ça pourrait permettre de résoudre les problèmes rapidement, et à un coût peu élevé pour la société française. On a une réaction apparemment de Agnès de Honordé. Oui. Donc Honordé. Honordé, donc, il y a une auditrice qui nous dit entre une vaccination générale dont on ne connaît pas ni l'efficacité ni les conséquences à moyen ou long terme, et un traitement efficace, sans danger, bon marché, hésiter pour un gouvernement est l'équivalent à une non-assistance à personne en danger. Voilà, ce qui est extrêmement grave, c'est de négliger les pistes qui sont extrêmement intéressantes et qui permettraient de résoudre le problème rapidement. On a Cindy qui nous dit pour la grippe, une seule dose suffit, mais pour la Covid, il en faut 2, sachant que la grippe, tous les ans, n'est pas la même. Tout à fait, mais alors justement, la grippe, c'est vrai qu'elle n'est pas la même, mais c'est pour ça que le vaccin n'est pas le même non plus. Donc il y a une adaptation du vaccin tous les ans. Oui, c'est ça. On a Max qui dit pour la logistique,
logistique qu'on devrait demander à l'armée de terre pour la livraison et pour dispatcher. Là, le problème, ce serait la fabrication en fait du médicament lui-même, quoi. Voilà, à mon avis, ça devrait pas poser de gros problèmes. Il suffirait qu'il y ait des usines qui soient réquisitionnées pour faire uniquement ce médicament, et ça doit pas être trop compliqué sur le plan technique. On a un commentaire également. Aujourd'hui, on aimerait bien comprendre quels sont les symptômes de chacun des variants. Est-ce que les symptômes sont différents? Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il y a des variants, mais finalement, est-ce que ça amène d'autres symptômes? Alors les variants, pour l'instant, ce qu'on décrit, c'est pas une modification des symptômes, c'est en général les deux choses à craindre, c'est l'augmentation de la contagiosité ou l'augmentation des formes graves chez les patients touchés. Pour faire un comparatif en fait entre la grippe et le Covid, la contagion du virus... La contagiosité est beaucoup plus forte avec le coronavirus qu'avec la grippe. Alors beaucoup plus forte. Est-ce que tu peux nous éclaircir sur de quelle sorte, quoi? C'est-à-dire quand tu dis plus fort, c'est 2 fois plus, 3 fois plus? Alors bon, je pourrais pas te dire un chiffre exact, mais je pense que ça devrait tourner aux environs un facteur multiplicateur de 10, je pense. Oui. Serait à peu près dans la jauge, hein, mais ça je peux pas te le dire exactement. Mais enfin, il y a une question de bon sens, si tu veux, c'est que avec la grippe, on prenait pas toutes ces précautions. Il y avait pas autant de gens qui se retrouvaient en réanimation. Donc disons que les chiffres de gens contaminés parlent par eux-mêmes, parce qu'on prend quand même pas mal de précautions. Il y a eu des confinements, maintenant il y a le masque, il y a les gestes barrières, et malgré ça, l'épidémie continue à flamber. Alors qu'avec la grippe, on prenait aucune précaution particulière. C'est drôle, quand on écoute un médecin parler, il utilise le terme de ça continue à flamber, ça continue à être important, parce que justement, tu vois des gens arriver sur les lieux, mais par exemple la grippe, elle a disparu. Les gastros ont disparu. Bon, les gastros, les gens se lavent au gel hydroalcoolique, ils portent des masques. Bon, il y a pas de souci. Mais elle a disparu, la grippe. Elle n'existe plus. Alors, elle n'a pas disparu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de cas de grippe que d'habitude, et de toute façon, toutes les maladies infectieuses sont amenées à être beaucoup moins fréquentes, étant donné qu'on prend beaucoup de précautions, qu'on utilise les gestes barrières, qu'on porte des masques. Enfin bon, tout ça fait que, en effet, les autres maladies infectieuses ont tendance à régresser en ce moment. Il semble que le variant brésilien, nous dit Serge, qui arrive, est très grave. Oui, à Manaus, la première vague ne réduit pas cette épidémie. On a également Papayou qui nous dit faudrait-il pas vacciner nos bébés à la naissance afin d'éviter d'être contaminés plus tard? C'est particulier. Non, parce que les enfants, et en particulier les bébés, jusqu'à présent, les études montrent que, ils sont extrêmement rarement malades, et s'ils sont malades, ils ont peu de formes, ou pas de formes graves, et qu'ils sont peu contaminants, contrairement à la grippe, où les enfants sont porteurs et contaminent le virus. C'est compliqué, pour c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué, même pour les grands spécialistes, puisque, comme tu as pu le remarquer, on a des informations qui sont contradictoires, et donc c'est très difficile d'essayer d'être logique, parce que le virus lui-même ne l'est pas. Donc il faut rester très très humble devant cette maladie, et puis pas affirmer des choses dont on n'est pas sûr, parce que ça contribue à fausser les informations. Il y en a un peu marre de voir tous ces spécialistes à la télé qui se contredisent tous les 4 matins, voire un quart d'heure après, le même spécialiste dit l'inverse sur une autre chaîne. Pourquoi aujourd'hui on fait appel à des gens, entre guillemets des spécialistes, quand on est sur CNews et BFM TV, on fait venir que des spécialistes dans tous les domaines. Et là en particulier dans le domaine de la santé. Comment peut-on laisser tout médecin venir simplement donner un ressenti personnel et rarement en fait des constatations ou des études qui sont des études scientifiques honnêtes et juste sur ce qui existe autour de la Covid? Le gros problème, c'est déjà les publications scientifiques, parce que les affirmations fausses ont été très loin et très haut, puisque le Lancet, qui est quand même une revue internationale qui fait référence, qui est parmi une des meilleures du monde, a publié une étude qui n'était pas sérieuse et qui racontait des choses parfaitement fausses. Et d'ailleurs,
au bout de quelques jours, l'étude a été retirée. Donc c'est extrêmement difficile de faire confiance à la presse spécialisée, puisque même les revues les plus prestigieuses parfois racontent n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Bon, déjà, au niveau des publications scientifiques, j'avais écouté une émission qui était sur le sujet du coronavirus, mais sur le sujet des études scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a au moins un tiers des études scientifiques qui sont bricolées par leur auteur pour faire mousser leur étude. Et donc, du coup, ça devient des fausses études. Donc, c'est extrêmement grave parce qu'après, on se retrouve avec plein d'études et après, il faut faire le tri. Et donc, ça fait perdre du temps à tout le monde et c'est vraiment très dommageable comme façon d'opérer. Merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous. On a passé une demi-heure ensemble, hein. Le temps passe vite. Hein. Ah bah, le temps passe vite, oui. J'étais en bonne compagnie. Ouais. C'était intéressant. J'ai pas vu le temps passer. On nous merci demande. en tous les cas pour vos questions pertinentes à Agnès et à toi. Ça permet d'éclairer un peu les choses et puis de réfléchir à la question. Donc. Ouais, tu nous tiendras au courant dès que tu auras une réponse. Je vous enverrai un message, un SMS dès que j'aurai des nouvelles. D'accord. Je vais relancer mes recherches sur Internet pour voir si on a une réponse donc du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup Jean-François, bon week-end. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.